Allez, je vous propose maintenant de passer au bilan de la mission avec les consultants Jean Tanchette. Je vous demande de venir, voilà, de prendre place devant le public. Jean Tanchette, Léa Andé et Sébastien Lagrave. On les applaudit, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Sébastien, Jean et moi, le 3e pôle Africolor, une commande de l'ACTG et de l'EPCC des Trois Fleuves, réaliser un état des lieux et un diagnostic de filière des musiques en Guyane, animer une série de... Merci. Animer une série de rencontres, ah oui, ça va mieux, une série de rencontres, donc les états généraux de la musique, et puis avec le PCC et la CTG, formaliser des pistes pour la structuration de la filière pour les 5-10 ans à venir. Nos objectifs, les objectifs de la CTG et de l'EPCC, comprendre la réalité et aboutir à une représentation collective des musiques en Guyane. Donc les 2 semaines qui viennent de se passer ont été riches de ce point de vue-là. Produire des données sur le fonctionnement de la filière musicale aujourd'hui, et puis, on l'a dit, faire émerger des perspectives. Je vais laisser mes 2 collègues vous dire à chaud un peu alors peut-être pas le bilan, mais en tout cas une première approche de ce qui nous a semblé important collectivement sur ces 2 semaines. Oui, bonjour tout le monde. Peut-être vous parler d'abord de l'approche méthodologique qui a été la nôtre. C'est une approche fondée très simplement sur la notion d'égalité et la notion des droits culturels. Et cette notion d'égalité, c'est d'abord l'égale des dignités de toutes les musiques. Qu'il n'y a pas de musique qu'on devrait classer plus haute que d'autres, qu'il n'y a pas de musique plus savante que d'autres, que toutes les musiques sont porteuses de savoir, sont porteuses de valeurs et d'égale dignité. Cette approche, c'est celle des droits culturels, a été très importante pour nous. Le deuxième point pour nous, ça a été l'égalité des territoires et de penser que la Guyane, c'est une diversité de territoires qui vont de Talouenne à Saint-Georges, en passant par le littoral et Saint-Laurent, mais que tous ces territoires, dans leur diversité, leur hétérogénéité, eh bien, toute préconisation, toute recommandation qui serait les nôtres devrait épouser cette diversité au lieu de vouloir la réduire à une surface bitumée. Et voilà, donc c'est un peu ce premier point de méthodologie que je voulais signaler. Le second point qui nous est apparu dans cette première perspective, c'est que les musiques en Guyane sont principalement des musiques de pratiques immersives collectives, que ce soit celle du carnaval, qui est un temps fort, alors avec des durées variables, que ce soit celle des danses et musiques traditionnelles le long du fleuve, et que ce soit aussi celle de certaines musiques urbaines, qui sont des pratiques identificatoires de territoire, qu'on soit contre ou qu'on soit pour. En tout cas, on a des pratiques qui sont des pratiques d'immersion collective et qui laissent une place, mais pas forcément principale, à ce que j'appelle une pratique frontale, c'est-à-dire un public assis qui écoute un artiste. On a des pratiques participatives et des pratiques où le ticketing, c'est-à-dire le fait de payer pour un concert, est pas forcément majoritaire sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est une donnée très importante. Il ne s'agit pas de dire ce n'est pas bien les pratiques immersives, il s'agit de prendre en compte cette réalité guyanaise. C'est une force incroyable de ce territoire, toutes ces pratiques-là, parce qu'elles véhiculent du lien social, des valeurs, elles véhiculent du patrimoine qu'il faut aussi protéger. Et c'est aussi ces données-là que nous avons intégrées dans notre réflexion de filière. Alors, d'autres points qui nous ont marqués, toujours en faisant ce pas de côté qui est notre mission, c'est surtout l'envie, peut-être une envie de génération, de faire collectif et de faire filière. Vous étiez certainement pour beaucoup d'entre vous à l'atelier qui avait eu lieu avant-hier. On était presque vous étiez une cinquantaine de participants. Ça a été un moment fort, certainement pour vous,
Pour nous aussi, qui étions témoins de ces rencontres, c'était un moment fort parce que on a senti que déjà dans cette assemblée, il y avait un attachement profond à la Guyane, que l'on vive ici, que l'on soit en Hexagone ou ailleurs, ou que l'on fasse des allers-retours. Il y avait une volonté commune de défendre une filière des musiques en Guyane. Ce qui nous a marqué aussi dans cette dynamique, c'était le sentiment de responsabilité que vous avez manifesté. Sentiment de responsabilité collective, mais sentiment de responsabilité aussi envers les plus jeunes, ceux qui vont venir après, pour transmettre, proposer un cadre, proposer des ressources, partager. Cette dynamique collective, elle est aussi le signe, enfin c'est aussi comme ça que vous l'avez exprimé, c'était la volonté d'être partie prenante pour construire avec les institutions. Et c'est très intéressant de voir que les institutions, comme les acteurs, comme les artistes, ont manifesté l'envie de faire filière ensemble, de se constituer et de travailler ensemble. Donc cette dynamique-là est très très positive et encourageante. Et puis peut-être un dernier point, c'est qu'à travers cette mobilisation collective, faire filière, c'est un long chemin. Faire filière, c'est connaître tous les métiers de la filière. C'est pas forcément faire tous les métiers, mais c'est prendre conscience de tous les métiers qui constituent la richesse de la filière. Ces métiers sont différents, mais c'est en connaissant le travail de chacun, que cette dynamique peut faire aller encore plus loin les projets de chacun. Cette dynamique de faire filière, c'est un engagement aussi collectif. Il n'y a rien de naturel à faire filière, c'est un engagement collectif qui passe aussi par des temps de rencontres, de débats, des salons, des propositions d'action, etc. Voilà ce qui nous a marqué déjà dans cette dynamique et ce sentiment de... Enfin, je pense que c'est plus qu'un sentiment, mais dans cette participation et ce sens collectif qui a émergé. Alors, c'est aussi, pour faire filière, il faut aussi faire un début d'état des lieux de ce qu'on appelle une filière. Et ça commence au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à présent et de toutes les actions qui ont été menées par les différentes institutions. Ça commence peut-être par vous livrer nos premières impressions de l'existant. L'impression de l'existant, c'est que le poids et la présence de toutes ces pratiques rituelles immersives dans la chaîne de valeur se double aussi du fait que cette chaîne de valeur est une chaîne qui est peu formalisée, avec l'absence, la quasi-absence d'un emploi intermittent musical, puisqu'il y a seulement 3 intermittents du spectacle en musique en Guyane, et le reste dans la chaîne de valeur entre l'artiste, notamment si on considère simplement la question du spectacle vivant, ce sont très souvent des artistes qui se constituent en groupe quand ils sont en groupe, et puis la relation contractuelle est souvent une facture de la part d'employeurs, qu'ils soient privés ou publics, et on y reviendra. Donc dans cette chaîne de valeur, de facturation, il n'y a pas encore de place ou assez de place pour une intermittence du spectacle. La seconde chose, c'est que dans cette chaîne de valeur sont trop souvent oubliés un certain nombre de cotisations et de redevances, dont la redevance légitime sur les droits d'auteur et la taxe parafiscale sur la billetterie, qui sont, je le rappelle, des éléments de cotisation qui permettent une redistribution à l'ensemble de la filière, qui permettent des aides, vous les avez vues hier, et qui permettent aussi de soutenir les artistes et qui permettent des revenus pour les artistes. Donc on a une chaîne de valeur pour l'instant où toutes ces valeurs ajoutées, elles sont captées par des intermédiaires et elles ne sont pas redistribuées. Ce qui empêche à la fin de la chaîne de réinjecter du financement dans l'ensemble de la chaîne. Et donc, cette chaîne de valeur, par une absence de formalisation, par une absence d'intermittence, elle ne permet pas aux artistes qui pourraient vivre avec des droits d'auteur, avec de l'intermittence, d'avoir des temps, d'avoir des lieux pour la création. Ça ne leur permet pas d'avoir les respirations qui peuvent être celles des artistes en métropole, malgré tous les dispositifs qui peuvent être mis en place et qui ont été mis en place depuis longtemps par les institutions pour permettre certaines résidences. Je pense à la DCJS, je pense évidemment à l'EPCC, les partenaires qui, notamment l'an dernier, ont permis, par exemple, des résidences
Je pense aux frères Sip avec Didi Wakanda, par exemple, que nous avons pu accueillir, tous ces lieux de respiration, d'imagination et de création. Et donc, dans cette configuration-là, il y a un problème de volume, de création, pour pouvoir renouveler des esthétiques, pour pouvoir multiplier les rencontres musicales, pour pouvoir se connecter encore plus à l'international et pouvoir faire en sorte que le marché local soit connecté au marché international. Parce que c'est un enjeu aussi que l'on voit, c'est que le marché local, qui, avec beaucoup de pratiques immersives, est un marché avec un fonctionnement propre qui est très décorrélé des fonctionnements actuels du marché international. Il n'est pas imaginable, par exemple, sur un marché, que ce soit le WUMEX, que ce soit le MAMA, que ce soit tous ces salons internationaux, qu'on arrive avec une proposition, avec 16 personnes dans un groupe, et on dise on veut tourner. Donc il y a des normes du marché qui ne sont pas celles des pratiques immersives. Il s'agit de respecter chacune des choses, mais il s'agit que ici, du côté local, on puisse laisser une place à ce qui peut accéder à l'international. Et ça va être aussi un autre point qu'on développera. Alors, quelles sont les pistes pour ça? Il y a évidemment la question de structurer l'emploi artistique. Je pense que l'ensemble des partenaires vont s'y atteler. Peut-être qu'on peut s'inspirer, par exemple, peut-être qu'il y a des discussions en cours sur la question d'une adaptation locale de l'intermittent. Je sais qu'à Mayotte, par exemple, il est à l'appréciation régionale, par exemple, des autorités, de savoir si on peut augmenter le nombre d'heures d'enseignement dans le cadre de l'intermittence. Je ne sais pas s'il y a des discussions en cours autour de ça. Il y a la question évidemment des contrats de travail, des cotisations, et ça c'est évidemment le rôle très important du pôle ressources Guyane et de tous les autres partenaires d'aller vers de la contractualisation aussi. Et puis c'est aussi l'ensemble des lieux d'accueil et des organisateurs. Et là, je vais passer à la question des lieux, et vous nous avez exprimé partout, de Maripasoula à Saint-Georges, en passant par Saint-Laurent, le besoin de lieux dédiés, de lieux équipés, de lieux qui soient des lieux de diffusion, de création, d'enregistrement, avec des jauges adaptées peut-être pour des artistes émergents, pas forcément tout de suite passer à 1000 personnes parce que c'est pas forcément le moment dans l'ensemble de la chaîne d'émergence des artistes. Après, la question qui vous sera posée, je pense collectivement, c'est quel lieu pour quels nouveaux usages musicaux? Parce que ce que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est la grande émergence, et je crois que ce sera confirmé ce soir, des musiques urbaines. Et on a entendu le chiffre mercredi, et je pense qu'on en réentendra ce soir, les Lindors ont reçu 1000 productions pour l'année 2024. Dans ces 1000 productions, combien se sont produites en concert? J'entends par concert un live qui ne soit pas un showcase de 2-3 morceaux, mais un concert de 45 minutes avec une création lumière, avec un vrai narratif, avec peut-être éventuellement des musiciens sur scène. Tout ça, c'est un travail de structuration du live qui peut-être va demander une réflexion sur quels sont les bons lieux pour les bons endroits d'appui. Est-ce qu'il s'agit de multiplier les studios alors qu'il y a plein de home studios? Est-ce qu'il s'agit de penser peut-être à la rareté de la ressource en mastering? Peut-être qu'il y a des choses à travailler là-dessus. Donc je trouve qu'il y a plein de pistes dans ce que vous nous avez raconté qui permettent d'affiner la réflexion sur les lieux et les lieux dédiés. Pour moi, c'est une des choses qui m'est apparue. Alors, je vais passer ensuite au second besoin, le besoin de diffusion dans ces lieux. Je crois qu'il y a un travail à faire, on en a discuté avec les villes, sur la complémentarité des lieux de diffusion, c'est-à-dire éventuellement travailler sur la question de tournée avec une mutualisation des frais d'approche. On en a discuté avec les villes jeudi matin. La question d'avoir aussi une cohérence des prix de cession qui soient proposés par les villes et qu'il n'y ait pas des grandes inégalités d'une ville à une autre selon telle fête patronale ou telle autre fête patronale, et qu'il y ait une vraie structuration d'un réseau de villes, éventuellement avec des conventions avec les institutions partenaires. Évidemment, cela passera par une formalisation aussi des procédures pour les villes qui peuvent vous employer directement grâce à des mécanismes comme le GUSO par exemple. Donc les collectivités qui sont vos premiers employeurs, il y a un travail à faire ensemble aussi pour structurer
la relation avec les artistes. Maintenant, ça va aussi demander à tout le monde, effectivement, d'être carré sur un ensemble de réglementations qui sont celles de l'ensemble des réglementations du spectacle. Nous, ce qu'on va proposer dans nos recommandations, c'est d'avoir une approche incentive, de ne pas passer directement à une logique de sanction, mais d'expliquer à chacun, à l'ensemble de la chaîne de valeur, qu'il y a du gagnant-gagnant à tous les endroits de la chaîne. Et je crois qu'il y a des discussions très précieuses en cours sur l'outil des cafés culture. Il y a aussi d'autres aides dès lors qu'un employeur veut formaliser sa relation contractuelle. Eh bien, je pense qu'il a tout à y gagner et pas grand-chose à y perdre, pour autant qu'on se mette tous ensemble sur les dispositifs de soutien. Et puis, une autre chose très importante par rapport à ce qu'on va proposer, c'est de respecter l'hétérogénéité du territoire de la Guyane. Il faut pouvoir imaginer des aides autant à Maripasoula, Talouenne, le long du fleuve, que à Cayenne. Il faut se donner des dispositifs, des outils qui soient des outils pour la Guyane et ne pas se dire les aides métropolitaines, ils ont qu'à se mettre dedans et tout va aller bien. Non, je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir sur la façon dont ces aides peuvent épouser un territoire. Enfin, pour parler de la diffusion, nous avons eu un atelier très important mercredi matin avec des représentants de l'ambassade de France au Brésil, avec de la filière musique actuelle en Amérique latine, avec des représentants de l'ambassade de France en Colombie et l'attaché de presse de l'ambassade de France au Suriname. Je crois, et nous étions aussi en visio avec le directeur du marché des arts d'Abidjan. Je crois qu'il y a une attente, il y a un intérêt, il y a eu clairement des invitations à s'inscrire dans une dynamique amazonienne, de telle sorte que, évidemment, comme le volume de diffusion guyano-guyanais peut paraître peut-être pas suffisant pour absorber l'extraordinaire richesse de la création guyanaise, il faut peut-être penser de manière sous-régionale. De telle sorte que, dans cette perspective, il s'agit de penser la sous-région, mais aussi de se donner une vision de l'export, c'est-à-dire une vision de l'international. Parce que sur les 1000 productions dont on va parler ce soir, combien s'exportent? Et quand je dis s'exportent, c'est-à-dire sont produites et créées ici, et après s'exportent. Pour l'instant, il nous semble, et on me corrigera si je me trompe, il nous semble que le message pour l'instant, c'est que pour pouvoir réussir, eh bien, il faut aller en métropole. Et beaucoup d'artistes s'installent en métropole et de la métropole fabriquent un succès. Et donc, on a plus une économie de départ qu'une économie d'export. Et je crois qu'il y a quelque chose à équilibrer, sans mettre fin d'ailleurs, et peut-être en soutenant les allers-retours des artistes installés en métropole, qui peuvent être une vraie valeur ajoutée pour fabriquer l'export en Guyane. Il ne s'agit pas de dire revenez à la maison, etc. Il s'agit pas de ça, mais de travailler à des allers-retours qui fabriquent de la valeur ici et pour ici. Et de telle sorte que on arrive à fabriquer une excellence en Guyane, justement. Je crois que ça me paraît très important. Ensuite, je crois, et je l'ai dit à plusieurs reprises, il est très important aussi de travailler sur la marque Guyane. Parmi les 3 grands artistes qui sont les 3 premiers classements Spotify, eh bien, ils sont trop souvent marketés ou présentés comme des artistes de l'espace caribéen antillais. Voilà. Et j'ai l'impression que la marque Guyane disparaît un peu dans le marketing. Et ça, il y a peut-être un travail à faire entre l'économique et le politique sur comment on associe des musiques à une marque Guyane. Et c'est un travail de marketing territorial, du musical branding qui a été fait dans plein de pays. L'Amapiano, Afrique du Sud, l'Afrobeats, Nigeria, le Zingeli, la Tanzanie, le coupé-décalé, la Côte d'Ivoire. Donc il y a des pays qui ont travaillé à associer des musiques à leur marque nationale. Et je trouve que ça, c'est un travail qui pourra se faire collectivement dans le futur. Évidemment, tout ce travail-là d'export, tout ce travail-là d'aller-retour, il consistera aussi à faire en sorte qu'une élite, qu'une excellence musicale puisse exister en Guyane. Et ça me paraît important, ce mot d'excellence, c'est-à-dire que les gens qui sont dans, j'allais dire, la sphère de ceux qui peuvent s'exporter ne soient pas obligés de partir et qui puissent
grâce à l'intermittence et grâce à l'export, vivre éventuellement avec ou de la musique en Guyane. Cela supposera des stratégies de marché, des stratégies d'export, des stratégies d'internationalisation. Parmi les propositions qu'on peut faire, puisqu'il y a eu des rendez-vous de se revoir dans un an, pourquoi pas imaginer un salon professionnel adossé au Lindor avec des temps professionnels. Vous le savez, il y en a à Rio de Janeiro, il y en a à Carthagène, il y en a à Bogota dans la sous-région. Et pour l'instant, sauf erreur de ma part, eh bien, du côté de la Guyane, du Guyana et du Suriname, il n'y a pas d'événement professionnel rassemblant les acteurs de la filière. Pour faire filière, et ça je le sais, j'ai été président d'un réseau en métropole là-dessus, pour faire filière, il faut se rassembler au-delà de la division des métiers. Et c'est l'enjeu, c'est très important d'avoir ces temps-là qui peuvent être des conventions, qui peuvent être des salons professionnels. Voilà une idée qui peut que je mets à la discussion du collectif qui naîtra de ces états généraux. Ensuite, ça passe aussi par aller dans les salons, avoir des délégations, se rendre dans les marchés, comprendre les logiques de marché. Parce que pour faire de l'export, il faut être prêt pour la mise au marché. Et pour être prêt, et tous les groupes ne le sont pas. Je peux en témoigner au sens où je m'occupe aussi de la sélection musique du marché des arts d'Abidjan. Ce sont 500 dossiers. Sur 500 dossiers, il y a une vingtaine de groupes qui sont prêts pour le marché. Et ils pensent, beaucoup pensent l'être, mais ne le sont pas à plein d'endroits de la création de valeur, justement. Et donc ça, c'est un travail d'export qui permet d'aller sur des salons, qu'ils soient en France ou qu'ils soient ailleurs, et notamment dans la zone sud-américaine. Enfin, il y a une troisième chose pour nous qui peut être importante sur la question de créer de la valeur, c'est peut-être ce lien avec toute la dynamique audiovisuelle qui est en cours ici en Guyane depuis 20 ans avec la GECAM. On voit bien à travers les clips qu'il y a des choses qui avancent et une montée de niveau des clips. Moi, ce qui me semble, c'est que ça peut être très intéressant de travailler sur le narratif des clips, sur les prises de vue, sur les stratégies digitales, sur les stratégies d'image en Guyane. Parce que vous le savez, la clé, c'est l'entourage artiste. Et cet entourage artiste, la clé là-dedans, c'est la stratégie digitale. Et ça, c'est une question d'image, c'est une question de storytelling. Et tout ça, ça se travaille avec des gens qui ne sont pas forcément de la musique, qui peuvent être de l'ensemble d'autres postes de la filière, de l'image, évidemment de l'ensemble de la filière mode, etc. Donc, il y a peut-être des synergies à trouver avec d'autres filières. Voilà, j'en ai fini un peu pour ma partie. Voilà, on peut... Non, c'est juste pour conclure, et après on laisse la place au suivant, bien sûr. C'est juste pour conclure, à travers ces témoignages, pour l'instant on ne peut pas parler encore de préconisation en tant que telle, mais ces différents témoignages que nous partageons, qui sont le fruit des rencontres. Depuis un peu moins de 2 mois que cette étude a commencé, on a réalisé plus d'une 50aine d'entretiens, alors plutôt à distance. Avec toutes ces rencontres, je pense qu'on a un peu plus de 150 personnes qui ont participé, qui se sont mobilisées. Et puis maintenant, ce qui nous reste à faire, entre guillemets, c'est tout le travail de rédaction, à la fois de formalisation de la compréhension des musiques en Guyane, cet état des lieux, et puis un deuxième temps de travail qui sera avec la CTG et ses partenaires, l'élaboration, la construction de préconisations. Des préconisations, ce sont des choses qui deviennent concrètes, ce sont des axes stratégiques, ce sont des objectifs, des actions, qui peut porter à l'action, combien ça peut coûter. On aura ce travail-là plus technique qui viendra dans les prochaines semaines avec la CTG. Voilà, encore merci de votre attention, de votre accueil, de ces rencontres, et puis à tout à l'heure. Merci. On vous applaudit encore, cher public, on applaudit Léa Andé, Jean Latange et Sébastien Lagrave. Merci beaucoup. Et la transition est toute trouvée, messieurs.